Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de bonnes lectures. On est reparti pour ma présentation de mes lectures de la semaine. Et cette semaine, j'ai fait 5 lectures, essentiellement en audio et en numérique, donc je tiendrai pas de livre pendant cette vidéo, mais restez quand même parce que ça va être sympa. Si vous vous demandez ce que j'ai au poignet alors que je n'ai jamais de bijoux, je vais vous parler un petit peu de cette tradition bulgare, parce que ok, c'est pas le 1 mois un pays sur la Bulgarie, mais c'est une tradition que j'adore en Bulgarie. Le principe, c'est que le 1er mars, c'est ce qu'on appelle le Baba Marta. Baba Marta, c'est la grand-mère du printemps. Marta signifiant Mars en fait, Mart en bulgare. Baba Marta, au printemps, elle est là pour nous souhaiter de bonnes récoltes, une bonne santé avec la fin de l'hiver et le printemps qui approche. Et donc à cette occasion, les Bulgares, le 1er mars, ils s'offrent entre eux, avec leurs amis et leur famille, des petits bracelets rouge et blanc. Et le principe, c'est pas seulement d'avoir un bracelet, non, c'est bien plus profond que ça. C'est que ce bracelet, on va le garder jusqu'à ce qu'on voit la première cigogne ou le premier arbre en fleurs qu'on va croiser. Et dès qu'on voit ça, dès qu'on voit une cigogne ou un arbre en fleurs, on doit enlever le petit bracelet et l'accrocher au premier arbre en fleurs que l'on voit. Et donc c'est super joli parce que, donc déjà, à partir du 1er mars, tout le monde a ses petits bracelets rouges et blancs. Et d'ailleurs, plus tu as d'amis, plus tu as de bracelets rouges et blancs. Donc vous voyez, moi j'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai que 2. Mais c'est normal, je suis une étrangère, donc j'ai pas encore beaucoup de relations ici. La deuxième chose super chouette, c'est que à partir du coup de mi-mars, fin mars, on voit tous les arbres en ville qui ont ces petits bracelets rouges et blancs qui sont accrochés dans les arbres et c'est super joli, c'est hyper folklorique et je trouve ça trop bien que cette tradition perdure en Bulgarie. C'est vraiment une très belle symbolique, voilà, ce passage de l'hiver au printemps en se souhaitant du coup voilà une bonne santé, de bonnes récoltes, parce qu'ici beaucoup de personnes ont leur propre petit jardin, petit potager. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour parler bouquin. Donc on y va. En audio, j'ai écouté Nettle and Bone, Comment tuer un prince. Ça aurait presque pu être un livre pour le mois de mars. Ce roman a été écrit par T. Kingfisher, qui est une femme, et il a été publié en version originale en 2022 et en version française en 2024. Et ce roman est un one-shot. Je le précise parce que c'est de la fantasy et c'est quand même assez rare d'avoir de la fantasy qui n'est pas une série, et encore moins une série interminable, donc c'est bon à noter. Alors dans ce roman, qui a un petit peu des allures de conte macabre, on va suivre une jeune princesse qui a 2 sœurs. Ces 2 sœurs vont être l'une après l'autre mariées au même prince. La première sœur est mariée avec ce prince d'une autre région. Il se trouve qu'elle va décéder très rapidement après le début de leur mariage. Et donc, la deuxième sœur de la sororie va être vendue au prince, parce qu'en gros, c'est des histoires d'alliance. On est voilà, dans tout ce qui est classique dans les royautés, etc. On est dans un monde de fantasy. La plus jeune sœur qui va voir ses 2 sœurs partir comme ça vers un autre royaume, l'une revenir morte, et l'autre, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent dans son mariage. Elle va se mettre comme objectif, cette plus jeune sœur, de sauver la sœur qui reste, celle qui est mariée. Et pour ça, elle va partir en quête d'une solution. Avec le titre, je pense que vous l'aurez compris, elle va vite se rendre compte que la seule solution vraiment possible et viable pour sauver sa sœur, ça va être de tuer le prince. Ça, c'est le plot de départ qui va nous amener donc cette sœur dans une quête. Et j'ai trouvé ça chouette déjà parce que c'est une princesse qui part en quête. Habituellement, dans les contes classiques, on a plutôt un chevalier qui va sauver une princesse, etc. Là, non, c'est vraiment une question d'amour entre sœurs qui fait que l'une va vouloir sauver l'autre. Et pendant tout son périple, cette sœur, il va lui arriver plein de choses et elle va faire de drôles de rencontres. Et c'est pour ça que c'est un petit peu un conte macabre, parce que les rencontres qu'elle va faire sont assez particulières. Notamment, elle va par exemple, je vous donne juste, ça c'est au début, c'est carrément même au tout début, elle va devoir fabriquer un chien en os. Qui ensuite va prendre vie, qui va la suivre tout le long de l'histoire. De par les personnages qu'elle va rencontrer, on a vraiment un côté assez glauque et un petit peu bizarre, mais en même temps humoristique, parce que je trouve que les personnages, ils avaient chacun un petit côté décalé qui m'a vraiment, moi, beaucoup plu. Ce qui fait aussi qu'on est dans un conte macabre, c'est l'ambiance globale. On n'est clairement pas dans du conte de fées classique. C'est pas très lumineux, c'est quand même pas très joyeux, les thématiques qui sont abordées. Je pense que vous vous en doutez, avec une sœur qui est morte et l'autre qu'il faut absolument sauver, il y a des questions de femmes battues, entre autres. On est dans une ambiance assez sombre. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce côté très conte,
avec vraiment les clichés du conte, avec la princesse, le chevalier, la bonne fée, la sorcière, les princes, les rois, etc. Mais avec un côté macabre qui vraiment apporte une touche unique à cet univers. Et c'est pour moi le gros point fort de ce roman. Et aussi la quête finalement, parce que c'est uniquement sur ça que porte. Oui, on a envie de savoir la fin, mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est quelle va être la personne suivante qu'elle va rencontrer. Donc, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman. Si vous aimez lire par saison, c'est un livre à lire en octobre, novembre éventuellement, quand il fait un peu froid, un peu sombre. Et ouais, ça fait quand même un petit peu Halloweenesque. Donc je vous conseille ce livre. Si vous aimez ces ambiances, voilà, un petit peu à part, un petit peu glauque, mais sans être totalement négatif. Les interactions entre les personnages sont quand même parfois assez légères, assez drôles. Et c'est un contraste que moi j'ai beaucoup aimé. Niveau trouillomètre, moi je lui ai mis 2 sur 5. Ok, mais lis-le en journée. Il est classé en horrifique sur Livre Addict. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui font un petit peu peur, de par l'ambiance. Forcément, ça crée parfois une atmosphère un peu flippante, mais c'était pas vraiment horrifique pour moi. En fait, ça m'a un petit peu fait penser en termes d'univers d'atmosphère à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça vous donne un petit peu l'esprit de base de l'univers de l'ambiance. Comme je vous le disais, c'est un one-shot. J'étais agréablement surprise de découvrir qu'il y avait une vraie fin. Ça n'appelle pas à une suite. D'ailleurs, l'autrice, il me semble, le qualifie bien elle-même comme livre unique. Donc c'était tout pour me plaire. Ensuite, on change complètement d'ambiance et d'univers puisqu'on va partir dans un polar soft qui se passe à Oxford avec Couronnement fatal à Middle Fentown. Et c'est un tome 6. C'est le tome 6 de la série Les Enquêtes de Loveday et Ryder. Cette série de romans est écrite par Faith Martin. La VO est sortie en 2021, la version française en 2022. Dans cette série de polar soft, on est à Oxford dans les années 60 et on suit une policière qui est toute jeune dans le métier de policière dans un milieu exclusivement d'hommes. Clairement, c'est un ovni. Elle, c'est Loveday. Et elle va se retrouver à devoir enquêter avec Clement Ryder, qui est coroner. Le docteur Clement Ryder était médecin avant, il était chirurgien. Et il se trouve qu'une maladie, la maladie de Parkinson, l'a obligé à arrêter son métier. Et donc, ces deux personnages vont se retrouver à enquêter ensemble. Clement Ryder va être un petit peu le mentor de Loveday, Trudy Loveday, qui elle est complètement délaissée dans son métier, qui est là juste en gros pour apporter les cafés aux autres enquêteurs et qui sert à rien. Et donc dans ce tome 6, on est dans une enquête, et c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt du polar soft, et c'est particulièrement marqué dans ce tome, c'est que bon déjà, l'enquêtrice est une policière, donc on peut pas vraiment parler de cozy murder, et en plus la scène de meurtre est assez moche, puisqu'on retrouve en gros une jeune fille pendue au mât de mai. En gros, c'est un mât qui, dans les pays plutôt nordiques ou même en Allemagne, est mis et décoré au mois de mai, pareil, pour accueillir un petit peu voilà, le printemps, etc. Cette jeune fille est retrouvée accrochée au mât de mai et elle est retrouvée morte, bien évidemment. Et donc, Trudy Loveday et Clement Ryder vont enquêter pour comprendre un petit peu les circonstances de sa mort et surtout, il se trouve que son petit ami, à cette jeune fille qui est morte, s'est donné la mort quelques jours à peine après son décès à elle, et donc forcément ça éveille les soupçons. Ce tome 6, il est parfaitement dans la lignée des autres tomes. L'évolution des personnages, elle est là, surtout pour Loveday, on sent qu'elle prend confiance, elle commence à générer de la confiance chez ses collègues masculins, chez certains, pas chez tous. Elle commence à prendre confiance en elle, mais par contre lui, le docteur Ryder, il est toujours sur la même ligne, il évolue pas beaucoup. Et ce que j'avais reproché dans les tomes précédents, c'était que leur relation, elle évoluait pas assez. C'était assez plat finalement. On était toujours un petit peu dans les mêmes fonctionnements. Et ça a été un petit peu pareil dans ce tome 6, sauf que j'ai pas du tout aimé à un moment donné le comportement du docteur Ryder envers sa collègue Trudy. Je l'ai trouvé assez détestable. Alors ok, il est malade, sa maladie progresse. Et ça c'est ok des fois d'aller mal, mais enfin de là à parler comme il a pu parler à cette pauvre Loveday, qui a été exemplaire dans l'enquête et qui est encore en train d'apprendre. Je trouvais ça limite, ça m'a un petit peu agacée. Bon après, pour l'enquête elle-même, c'était une enquête bien, sympa, enfin voilà. C'est pas une enquête mémorable, hein, ça révolutionne pas les enquêtes policières. C'était une enquête quand même sympa, j'ai pas réussi à deviner la fin. Il y avait des petits rebondissements, etc. Si vous avez déjà lu cette série, en gros on est dans la continuité.
Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de partir à partir du tome 1 quand même pour comprendre les relations entre les deux personnages principaux, mais c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de reprendre à zéro parce que l'enquête reste indépendante. Donc je vous ai dit, on n'est pas dans un cozy murder, mais on n'est pas non plus dans du pur polar. C'est un petit peu entre deux. Malgré quelques scènes du coup un petit peu marquantes, je mets 1 sur 5 même pas peur au niveau du troyomètre, même si c'est soft. Il y a quand même une ou deux scènes qui m'ont un petit peu marqué, que j'ai trouvé assez difficile à lire. Ensuite, on va rester dans le même genre un petit peu enquête, etc. Mais on va y rajouter une petite pointe de paranormal parce que j'ai lu La mort de tante Dimity de Nancy Atherton. C'est un roman qui a été écrit et publié en VO en 1992 et qui n'est sorti en France que en 2024, donc c'est tout récent. La mort de tante Dimity, c'est un tome 1 dans lequel on va suivre une jeune femme à qui sa mère racontait tout le temps quand elle était enfant les aventures de tante Dimity, qui était donc pour elle un personnage fictif. Et il se trouve qu'au moment du décès de sa mère, à cette jeune femme qui s'appelle Laurie, elle va apprendre qu'en fait, tante Dimity, elle existait vraiment. Elle va découvrir qui était cette fameuse tante Dimity. Elle va se retrouver à devoir partir en Angleterre pour enquêter sur une chose que lui a demandé tante Dimity, justement, qui elle aussi est décédée à ce moment-là. Alors j'aimais bien l'idée de base, comme ça, de ce personnage qu'on pense qu'il est fictif et en fait on apprend qu'il ne l'est pas et qu'on doit aller enquêter un petit peu pour en savoir un petit peu plus sur sa vie, etc. Ça c'était sympa, mais j'avoue je me suis pas trop attachée au personnage parce que j'ai pas eu d'affinité avec elle. Même si pourtant il est plutôt bien construit, ça prend son temps au début pour qu'on la connaisse, etc. Et il n'est pas mal construit, au contraire, il est assez consistant, ce personnage de Laurie. Mais moi, je ne me suis pas vraiment attachée. Et puis, quand en fait, elle va rencontrer l'avocat qui va lui apprendre que tante Dimity était en fait une vraie personne, on va avoir là des interactions entre personnages qui sont un petit peu décalées. Pour vous donner un exemple très simple, par exemple, cet avocat, elle débarque chez lui pour les papiers, etc. Et elle se retrouve à dormir chez lui. Voilà. C'était un peu bizarre. En tout bien, tout honneur. Hein. À partir de cette rencontre qui était un petit peu particulière avec donc l'avocat et son fils, tout le reste a été un petit peu dans ce ton à la fois décalé, notamment parce que plus tard il y a du paranormal qui se développe et qui est très vite accepté par l'héroïne d'ailleurs, mais ça s'inscrit quand même dans des sujets très réels, même historiques, parce que tante Dimity a vécu notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que la mère de Laurie, et donc ça faisait un contraste entre paranormal et sujet historique, mais je sais pas, qui a pour moi pas vraiment marché, la sauce a pas prise, sans que ça soit mauvais, parce que bon c'était pas nul, je sais pas, il m'a manqué un truc, ça manquait d'enrobage, de lien entre les deux, purement sur la mission qu'a Laurie vis-à-vis de tante Dimity, ça m'a pas vraiment intéressée. Encore une fois, sur Livre Addict, il est classé en roman policier, mais c'est pas du tout un roman policier. On est dans plutôt un roman qu'on pourrait qualifier à suspense, sachant que le suspense est assez léger, et on est dans un roman à suspense paranormal. Il n'y a pas vraiment d'enquête policière, la mort de tante Dimity, elle n'est pas suspecte, tout simplement. L'enquête va porter sur autre chose, et il n'y a pas du tout d'intervention de la police. Ça peut pas être un roman policier. Bref, j'ergote sur les genres, mais en fait, quand on va vers un roman et qu'on s'attend à quelque chose et qu'on a autre chose, ça peut aussi participer à la déception. Alors moi, ça n'a pas été une déception parce que j'avoue, j'attendais absolument rien de ce roman et je n'ai vu qu'après qu'il était classé en roman policier. En fait, quand le côté paranormal est apparu dans le livre, je suis allée voir le genre sur Livre Addict et c'est là que j'ai vu qu'il était classé en roman policier et je me suis dit non, pas vraiment. Donc voilà, moi ça m'a pas posé de problème, mais pour le coup, vous attendez pas à un roman policier et en plus on a du paranormal. Je sais que des personnes n'aiment pas du tout avoir de paranormal ou de fantastique dans un roman qui s'inscrit dans un cadre très très réel. Voilà, je préfère vous prévenir. En tout cas, pour ma part, c'était donc une lecture sympa, légère, mais sans plus. Je ne lirai pas la suite parce que c'est une série. Je me hasarderai pas à dire combien il y a de tomes. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes en VO, peut-être une vingtaine, voire plus. En français, ils ne sont pas encore tous traduits. On doit être à 4, 5 ou 6. J'avais dit que je ne faisais pas de prévision, mais j'en fais quand même. Je vous mettrai combien de tomes il y a réellement. Et au niveau du troyomètre, par contre, oui, on a du paranormal, mais ce n'est pas du paranormal qui fait peur. Donc, on est sur du 1 sur 5, même pas peur. Et je termine avec 2 romans écrits par la même autrice. Alors ça à noter dans les annales, c'est très 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 rare que je lise 2 fois la même autrice ou le même auteur d'affilée. En fait, en faisant ma
pile à lire de Mars au féminin, je vous ai parlé d'une autrice, Marie-Aude Murail, et ça m'a donné envie de lire la suite de Sauveur et Fils. Ensuite, Mars est arrivé, et je me suis dit, pourquoi pas lire tout de suite le prochain Marie-Aude Murail qui était dans ma pile à lire de Mars au féminin, à savoir Oh Boy. Donc je commence d'abord par vous parler de Sauveur et Fils, le tome 2, écrit par Marie-Aude Murail. C'est un roman qui est sorti en 2016. On est dans du roman jeunesse. Dans Sauveur et Fils, on suit un psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il est martiniquais. Il exerce à Paris. S'il accueille des patients adultes, il est aussi spécialisé dans l'enfance et dans les jeunes. Et donc, il accueille des jeunes patients. Et c'est ça qui fait tout le sel de cette série, c'est le fait qu'il accueille des enfants et donc les problèmes psychologiques des enfants, les problèmes de vie des enfants sont différents de ceux des adultes et ça rend le tout très touchant. Ce que j'aime beaucoup déjà dans cette série, c'est qu'on suit plusieurs de ces patients qu'on va suivre, là du coup je l'ai découvert sur plusieurs tomes. Il y en a dont les cas on va dire, sont résolus pendant le tome, mais il y en a d'autres qu'on va suivre sur plus longtemps, ce qui est plutôt réaliste. Et en plus, on suit la vie personnelle de Sauveur, qui est un papa célibataire, papa du jeune Lazare, qui grandit un petit peu trop vite parce que il a un papa psychologue. Et ça donne un enfant qui est du coup très développé intellectuellement et qui est un petit peu en décalage avec ses camarades. On est à la fois dans le professionnel du psychologue et dans sa vie privée, ça donne un rythme qui est très sympa. C'est plein d'humour. C'est à la fois plein d'humour, mais plein de thématiques fortes. Pour le coup, même si c'est jeunesse, l'autrice elle va pas hésiter à aborder des thèmes comme le suicide, les tentatives de suicide chez les jeunes, le harcèlement scolaire, l'anorexie, plein de thèmes plus ou moins difficiles selon les cas, mais tout en restant hyper léger dans la manière dont c'est abordé. Léger, un petit peu drôle parfois. L'équilibre entre tous ces personnages, je le trouve vraiment super bien réalisé. Par contre, j'ai un petit bémol pour le tome 2, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes qui étaient à la limite du racisme ordinaire. Parce que, donc, je vous l'ai dit, Sauveur, il est martiniquais, puis à un moment donné, il se trouve qu'il va avoir une patiente qui est elle aussi martiniquaise. Et je sais pas, leur interaction m'a paru un petit peu cliché. À un moment donné aussi, il a une patiente qui est un petit peu raciste, qui vient le voir, et je sais pas, sa manière de réagir était un petit peu étrange. Après je suis pas noire moi-même, donc c'est difficile de me poser en juge là-dessus. Il m'est arrivé quand même une ou deux fois de me dire, là je sais pas si ça passe en fait. Ça n'enlève pas du tout le plaisir de lecture que j'ai eu. Clairement, je continuerai de lire cette saga parce que vraiment, je la trouve vraiment très drôle tout en abordant des sujets d'actualité, des sujets qui touchent les jeunes et les enfants et vraiment pour ça c'est vraiment super. Niveau trouillomètre on est sur du 1 sur 5 mais attention, oui c'est drôle mais les sujets abordés sont quand même difficiles. C'est pas des sujets légers, même si c'est jeunesse, ça reste des sujets difficiles, donc ça peut vous toucher différemment selon votre vécu, selon vos sensibilités. Donc voilà. Vous êtes prévenus. Oui aussi, dans le tome 2, il y a tout un truc autour de Pépé le putois. Mais genre Pépé le putois, c'est le harceleur de base. Après je me le recontextualise, je me dis ok c'est un élément de pop culture de certaines années. Aujourd'hui, on a un regard différent sur Pépé le putois. Mais oui, ça m'a fait lever les yeux parce qu'il y est fait référence. Attention, il n'est pas pris comme exemple, encore que. Il y est fait référence plusieurs fois et ça m'a fait un peu grincer des dents. Ça m'a pas donné envie de jeter le livre, ça m'a juste fait un peu lever les yeux au ciel. On reste avec Marie-Aude Murail et vous allez voir, vous allez vous dire que j'ai quand même peut-être des petits problèmes avec cette autrice, mais je vous explique. D'abord, j'ai lu Oh Boy, toujours de Marie-Aude Murail. Celui-là, il a été écrit avant, puisqu'il a été écrit en 2000. Dans Oh Boy, on suit les enfants Morlevent, qui sont 3 enfants, 2 petites filles et un petit garçon, qui est un petit peu plus grand. Et il se trouve que ces enfants, ils n'ont plus de parents et ils doivent être pris en charge par, idéalement, quelqu'un de la famille. Il se trouve que c'est quelqu'un de la famille, ça va être un demi-frère ou une demi-sœur. Ils n'ont jamais entendu parler de ces enfants Morlevent. Oui, ils sont de la même famille, mais il n'y a aucun lien entre eux. Tout l'objet va être de faire en gros rencontrer ses enfants avec ce demi-frère et cette demi-sœur, qui ne s'entendent pas du tout l'un l'autre, et de faire en sorte que, dans l'idéal, l'un des deux prenne la tutelle des enfants et, dans l'idéal, la garde. Parce que ces 3 enfants, ils ont fait un jurement, ils ne veulent pas être séparés
Et franchement, je les comprends quand on n'a plus de parents, qu'on a des frères et sœurs qu'on aime, on a envie de rester avec eux et c'est tout à fait normal. Et même la question ne devrait pas être posée. Eux, voilà, ils font le jurement qu'ils veulent rester ensemble et c'est leur condition. Sauf que du coup, ça va demander à la personne, le demi-frère ou la demi-sœur, d'adopter 3 enfants. Au moins de prendre la tutelle de 3 enfants qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ce roman, il traite une fois de plus de plein de sujets, mais particulièrement pour le coup du sujet de l'homophobie, l'homosexuel. Là, c'est en l'occurrence Bart, qui est le demi-frère des enfants Morlevent, et dont l'homosexualité va peut-être poser problème si jamais il demande la garde. Et d'ailleurs, c'est notamment pour ça qu'il ne s'entend pas avec sa demi-sœur, c'est parce que sa demi-sœur est homophobe. Ça va être vraiment le sujet central du livre, mais pas que, parce qu'on va avoir un sujet, une femme battue qui va à un moment donné rentrer dans l'histoire. Il va y avoir la maladie, une maladie grave d'un des enfants Morlevent qui va aussi venir bousculer un petit peu cette adoption et aussi nous bousculer nous. Mais voilà, nous montrer un petit peu ce qu'un enfant peut traverser quand il tombe gravement malade. Ça, en gros, c'est les grands thèmes de l'histoire. Comme dans Sauveur et Fils, c'est des sujets qui sont hyper lourds, mais qui passent parce que c'est raconté avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté. Alors, ça pourrait même être une critique, parce que clairement, je pense notamment au gamin qui tombe malade. À un moment donné, le désespoir fait que j'aurais pas dû ressentir autant de légèreté. Bon, à un moment donné, c'était quand même lourd et triste, hein, je vous cache pas, mais tout ce qui leur arrive à ces enfants, oui, j'ai ressenti de la peine pour eux, mais ça m'a pas accablée. Mais on reste sur du roman jeunesse et je peux comprendre le parti pris de l'autrice de dire « Ok, ce qui leur arrive, c'est horrible, mais on va tabler sur des choses un petit peu plus légères. La petite fille qui a que des Barbies et qui aimerait bien avoir un Ken pour pouvoir accoupler ses Barbies. » plutôt que les faire coucher les unes avec les autres. Moi, ce genre de trucs qui paraissent un petit peu décalés, ou alors Bart, qui a un comportement complètement parfois loufoque. Il y a plein de petites choses comme ça qui viennent alléger le texte. C'est ça qui fait que ça passe et que ça reste une lecture qui est douce et drôle, malgré les thèmes. Moi, mon cœur s'est serré quand même plusieurs fois. Mais ça, voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui est à remettre dans son contexte, pareil, des années 2000, parce que là, pour le coup, j'ai trouvé, il y a 2 thématiques qui, là aussi, m'ont fait lever les yeux au ciel. 2 traitements de thématiques. C'est la manière dont a été construit le personnage de Bart. Il est dans le cliché de l'homosexuel, qui couche à droite à gauche, qui est pas stable, qui a des manières. Franchement, aujourd'hui, ça passe plus trop, ce genre de personnage. Attention, je dis pas qu'il y a des homos qui se comportent pas comme ça, mais enfin, il y a aussi des hétérosexuels qui se comportent comme ça aussi, donc à un moment donné, voilà. Donc ça m'a fait lever les yeux au ciel, mais pareil, je l'ai remis dans le contexte, je me suis dit ok, et puis on reste dans ce côté où l'autrice, elle veut nous créer de la légèreté, et elle a pris le parti d'utiliser le personnage de Bart, à mon avis, pour voilà, alléger un petit peu tout. Mais c'était un petit peu limite voilà, sur les comportements clichés. Et pareil, il y a un sujet, à un moment donné, il y a la femme battue qui intervient dans l'histoire. Elle n'est pas moquée, mais sa situation est utilisée pour créer de l'humour. Et bon, pour le coup, ça m'a pas fait rire du tout. Hein. Ça n'a pas du tout marché. Autant, parfois, le comportement de Bart a pu me faire rire. Ce qui arrive à cette femme et la manière dont Bart lui parle à ce moment-là, ça m'a un peu choquée quand même, j'avoue. Après, voilà, ça évolue un petit peu en mieux dans l'histoire, mais c'était un petit peu... voilà, ça m'a fait un petit peu grincer des dents. Mais comme je vous le dis, c'est des bémols, c'est à remettre dans le contexte, sachant que l'histoire, elle se passe même avant que le Pax n'existe, juste avant la mise en place du Pax. Donc ça à prendre en compte. Bien évidemment, si vous mettez ce livre dans les mains d'un enfant, je pense qu'il a besoin de recontextualiser. Ça me paraît important. Au niveau du trouillomètre, on reste dans du 1/5, même pas peur, mais voilà, une fois de plus, il y a des thématiques difficiles à aborder, notamment ce qui a été le plus dur pour moi, c'est cet enfant malade. C'était vraiment très déchirant. Donc, si vous êtes sensible de ce côté-là, sachez à quoi vous attendre. Et donc, au final, pour conclure sur les 2 romans de Marion Muraille, oui, il y a des éléments qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel, qui m'ont un peu agacée, mais ça s'est resté de très bonnes lectures que j'ai lues très vite et que j'ai trouvé très agréable à lire. Donc je continuerai de lire du Marion Muraille. Tant que ces trucs un peu cringe passent, je continuerai de la lire. Le jour où ça passera plus, j'arrêterai. Et c'est pas grave, parce que j'ai plein d'autres choses à lire. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai donc déjà lu un livre de ma pile à lire de Marceau féminin avec Oh Boy, un roman jeunesse écrit par une femme. Donc ça c'est fait, et là je suis actuellement en train de continuer de lire des livres de ma pile à lire. Donc vous allez voir là les livres derrière,
la pile, elle va descendre parce qu'au fur et à mesure, je les sors de la pile. Et l'objectif, c'est que la petite affiche soit sur le meuble à la fin du mois. On va y arriver. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai des lectures que j'aurai lues pour Mars au féminin. J'ai super hâte. En attendant, j'espère que vous avez eu une bonne fin de mois de février, que vous avez fait de bonnes lectures. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez lu. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions? Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!